j'espère que vous êtes nombreux et nombreuses derrière vos écrans. Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans cette After Six en live qui est consacrée ce soir à la mobilité internationale. Donc c'est notre première After Six de l'année. Je vais un peu baisser parce que je pense qu'il y a du Larsen. C'est notre première After Six de l'année, donc vu tout ce qui se passe, et ben voilà. Mais nous n'avons pas baissé les bras et nous avons quand même souhaité organiser ça en cette période. Donc vous êtes ici dans les locaux de Cap Jeunesse, décorés Halloween, moi aussi d'ailleurs, si vous remarquez, je suis en orange. Donc Cap Jeunesse c'est quoi? C'est une association qui est située au 6 avenue Félix Faure à Nice. Notre mission principale c'est d'accueillir les jeunes principalement et de leur apporter toute l'aide possible en fonction de leurs interrogations. Nous avons dans nos locaux des services gratuits, un accès internet gratuit, on a des permanences de professionnels qui viennent renseigner sur notamment la gendarmerie et la police sur les différentes carrières. On a une sophrologue coach qui assure des rendez-vous gratuits également dans nos locaux une fois par mois. Et également, donc, nous informons beaucoup les jeunes sur tout ce qui est problème d'orientation, tout ce qui concerne les métiers, l'emploi, la formation, le logement et également la mobilité internationale, d'où la thématique d'aujourd'hui. Donc, thématique... en plus de ça, Cap Jeunesse Côte d'Azur est labellisé Eurodesk. Eurodesk, c'est en fait le réseau Information Jeunesse Europe, on va dire. Donc toutes les structures Information Jeunesse, ou une grande partie, donc il y a 100 référents en France qui sont labellisés Eurodesk. Et dans le cadre de cette labellisation Eurodesk, nous avons pour habitude, tous les mois d'octobre, d'organiser une action qui s'appelle Time to Move. Donc voilà, il est temps de bouger. Dans le cadre de ce Time to Move, nous avons mis en place cette émission aujourd'hui avec de nombreux invités que je vais vous présenter de suite. Donc on a des invités en présentiel et on a des invités en Zoom. Donc présentiel, on va commencer par la fille, donc Nathalie Mazot qui représente le CEDREP. Walid Delay de Parcours le Monde Sud-Est, Luc Renaud de Amy, et ensuite on tourne vers la visio. En haut à gauche, si c'est la même gauche pour vous, en haut à gauche Dominique Girard du Club Télé. En bas, voilà, donc sous Dominique Girard, vous avez Philippe Kias de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et on termine par la droite avec Michel Seta qui travaille au CEDREP et qui représente la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà. Donc nous allons bientôt commencer l'émission. Donc Cécile, que vous ne verrez pas durant toute l'émission, c'est la responsable communication et numérique de Cap Jeunesse Côte d'Azur. Donc il va, durant toute cette émission, gérer à la fois les deux portables puisque nous sommes sur Instagram et sur Facebook. Et elle va aussi en plus gérer des lancements de sons. Donc que voulez-vous, ici on fait tout. On n'a pas que deux mains, on en a plusieurs. Voilà. Donc on va pas tarder à lancer l'émission le temps que Cécile pose son téléphone. Donc vous n'hésitez pas, surtout tout au long de cette émission, vous posez les questions. En direct, on a des professionnels qui sont là et qui pourront vous répondre directement, donc sans problème. Alors, ça c'est les... Oui. Voilà, alors durant cette émission, il va y avoir un petit quiz de 5 questions, des questions qui se rapportent bien évidemment à la mobilité internationale. Vous répondez en fait à cette question-là dans les commentaires des réseaux sociaux concernés, donc Facebook ou Instagram. Vous avez jusqu'à vendredi minuit pour trouver les réponses et nous les communiquer sur ces réseaux-là. Et nous tirerons au sort et vous donnerons les résultats lundi matin. Et vous avez à la clé un tote bag qui est ici. Je vais poser mon micro. Un sac.
avec dedans des goodies et tout ce qu'il faut pour voyager. Donc un petit kit de bagages. Ici, c'est pour peser les valises. Des stylos, des règles, un bloc-notes, un petit coussin, voilà, tout ce qu'il faut pour que vous ayez le meilleur confort possible en voyageant. Donc du coup, je vais vous poser la première question du quiz. Combien de langues officielles sont parlées dans l'Union européenne? Combien de langues officielles sont parlées dans l'Union européenne? C'est à vous de jouer, vous avez jusqu'à vendredi minuit. Donc, sans plus tarder, nous commençons avec notre première invitée, qui est Luc Renaud, de AMI. Elle est pénible, hein, cette mouche, hein, quand même. Hein. Je ne sais pas du tout, en plus, elle est toujours autour de moi. Donc, Luc, donc, tu es de l'organisme AMI. Donc, est-ce que déjà tu peux nous en parler? Et première question, moi, qui me vient, c'est qu'est-ce que veut dire le mot AMI? Eh bien, je vais répondre à cette question, Michel, et avant tout, bonjour à toutes les personnes qui sont présentes sur ce live. Merci d'abord, Michel et Cécile, pour votre accueil et pour cette initiative. C'est un plaisir pour moi d'être présent et de reparler de mobilité internationale. C'est important dans le contexte qu'on connaît tous. Et AMI, pour répondre à la question, on est une mutuelle étudiante, expert de différents sujets, le sujet de la protection sociale et évidemment le sujet de la mobilité à l'international, c'est pourquoi nous sommes tous présents ce soir avec vous. Et pour répondre à cette question, que veut dire AMI, c'est une incitation, c'est une sollicitation du jeune de lui dire et moi, comment on m'accompagne sur ces sujets de santé, comment on m'accompagne pour partir en mobilité à l'international. Et on veut vraiment être l'acteur qui accompagne les jeunes au plus près, avec plein d'informations, plein de conseils qui peuvent les accompagner dans leur vie quotidienne sur toutes ces questions de sujets, de stages, de santé, de préparation de mobilité à l'international. Et c'est pour ça que je suis présent ce soir avec vous. Nous en sommes ravis. Donc Luc, de toute façon, tu vas intervenir, alors je ne sais pas si tu vas aborder déjà d'autres thématiques, d'autres informations concernant l'association, sachant que tu vas intervenir au cours de cette émission à plusieurs reprises pour donner les bons conseils aux jeunes en matière de santé pour partir. Tout à fait. Si je peux compléter, oui, AMI, comme je vous l'ai dit, est une mutuelle étudiante et on a une mission qui est assez simple, hein, qui est d'accompagner tous les jeunes, les étudiants, les jeunes de manière globale pour accompagner leur santé, pour assurer leur santé, leur bien-être et les aider dans l'intégralité de leur vie, dans leur parcours de vie, dans leurs expériences, qu'elles soient en France. Je vous donne des petits exemples, hein, un étudiant qui part en stage à 500 km de chez lui et qui a besoin d'assurer son logement, un jeune qui sort du cocon familial, qui a besoin d'assurer sa santé, et évidemment des expériences de mobilité à l'international. On le verra par la suite avec les autres personnes qui sont présentes parmi nous, mais des expériences en PVT, une année au pair, un échange à l'international dans le cadre de ces études, plein de situations qui nécessitent une préparation minutieuse, des informations complètes sur divers sujets, et notamment mon rôle aujourd'hui ce sera de vous aider, de vous accompagner, de vous diffuser plein d'informations, de répondre à vos questions aussi sur le sujet qui est celui de la couverture santé à l'étranger. C'est pas un sujet facile à appréhender, il y a parfois des petites informations complexes à retrouver, donc l'idée ce sera vraiment un petit peu de dégrossir tout ce qu'on peut trouver sur internet et entendre pour vous donner les meilleures informations possibles et les plus claires possibles évidemment. Et comme tu me disais Michel, j'interviendrai à 4 reprises dans un format un petit peu fil rouge sous un format de chronique qu'on a appelé les bons conseils AMI, à travers 4 questions différentes autour de la couverture santé à l'étranger, comment fonctionne ce système de santé à l'international, quels sont les dispositifs existants quand on voyage au sein de l'Union européenne, comment couvrir mes soins quand je pars au Brésil, en Thaïlande, en Inde, en tous les cas à l'extérieur des frontières européennes, et évidemment une question centrale autour de comment bien protéger ma mobilité à l'international, quelle que soit ma destination. Tout un programme. Avant de passer la parole à Walid, j'ai quand même aussi une interrogation. Est-ce que du coup tu constates que les jeunes est-ce qu'ils prennent vraiment conscience de l'intérêt pour eux de prendre une couverture médicale particulière selon où ils vont? Est-ce qu'ils s'en inquiètent ou est-ce qu'ils ont souvent tendance à partir en se disant bon, ben, on verra sur place ou même pas à se poser de questions en fait en pensant que... Alors, ça va dépendre des jeunes, on va dire. C'est vrai que certains sont très consciencieux par rapport à ça, d'autres vont peut-être se reposer un petit peu plus sur leurs parents ou se dire que être jeune, c'est être en bonne santé et forcément ne pas avoir à se préoccuper de ces questions-là. Mais on a plein d'exemples
dans notre quotidien, parmi les nombreux adhérents que l'on peut couvrir et parmi les établissements d'enseignement supérieur d'ailleurs que l'on accompagne, d'étudiants qui partent en mobilité à l'international et qui ont besoin d'une couverture santé parce qu'il y a plein de petites choses du quotidien qui peuvent arriver, qu'elles soient graves ou pas forcément graves forcément, mais qui nécessitent vraiment une couverture appropriée. Et j'ai envie de dire que c'est le message que je veux transmettre aujourd'hui, voilà, que la santé, au-delà du contexte actuel, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre avec importance. C'est un sujet voilà, qui est nécessaire de pouvoir travailler au préalable de sa mobilité à l'international et de s'en occuper au maximum pour être sûr de voyager l'esprit serein et d'éviter un petit peu tous les tracas du quotidien. Tout à fait. Merci beaucoup Luc, donc on te retrouve dans peu de temps pour le premier bon conseil d'Amy. Walid, bonjour. Donc du coup, tu es responsable de l'association Parcours le Monde Sud-Est, enfin le coordinateur bonjour, oui, des Alpes-Maritimes. Coordinateur, tout à fait. Voilà, donc Parcours le Monde Sud-Est, anciennement itinéraire international. Absolument. Voilà, donc du coup, est-ce que tu peux présenter les missions de l'association, à qui ça s'adresse, voilà, quand on s'adresse à vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux jeunes? Oui, bien sûr. Bonjour d'ailleurs à tous ceux qui nous suivent en ligne. Merci Michel, merci Cécile de nous recevoir ici à Cap Jeunesse. L'association Parcours le Monde, oui, existe sous sa nouvelle forme depuis 5 ans et a pour mission d'accompagner et surtout d'œuvrer pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes et principalement des jeunes ayant moins d'opportunités, ce qu'on appelle les NEETs, qui n'ont pas nécessairement le réseau, la connaissance, ou parfois les qualifications, vers leur accomplissement. C'est-à-dire qu'on travaille avec eux sur vraiment leurs désirs, leurs aspirations, leurs rêves parfois, la place qu'ils veulent occuper dans la société, avec un questionnement adapté, et un outil en particulier, l'outil de la mobilité internationale. On part de ce principe que le voyage forme la jeunesse. On est convaincu de ceci, mais parfois il n'est pas toujours adapté. Alors c'est vrai qu'il y a différents dispositifs qui s'adressent à différents publics, essentiellement les 18-30 ans en ce qui concerne Erasmus Jeunesse et Sport, mais il y a d'autres dispositifs d'Erasmus comme le Erasmus Plus, un levier pour l'emploi qui s'adresse à tous les demandeurs d'emploi. La condition c'est simplement d'être inscrit à Pôle emploi depuis au moins 2 mois, et d'autres dispositifs d'Erasmus comme l'Erasmus Jeune Entrepreneur dans le cadre d'un jeune qui souhaite créer son entreprise et qui peut être tutoré par un entrepreneur quelque part en Europe dans son secteur d'activité pour lui apprendre un peu le métier d'entrepreneur, etc. Donc tous ces dispositifs comportent tous un volet de mobilité, mais parfois c'est pas toujours adapté. Donc on travaille vraiment, notre objectif c'est pas de faire voyager, d'envoyer à l'international tout le monde, parce que parfois c'est pas la meilleure chose à faire en fonction du moment, du contexte. C'est pas dans la période, en fonction de différentes choses, du degré d'autonomie du jeune, de ses projets aussi. Parfois il y a une formation qui est à venir et c'est pas le moment de partir. Parfois on est là, on se cherche, c'est souvent le cas de jeunes que nous recevons. Plus ils sont jeunes, moins ils ont de qualifications et moins ils savent vraiment vers quoi ils veulent s'orienter. Et donc nous on travaille avec eux sur leurs désirs, leurs aspirations, avec un côté le volet académique, quel parcours, formation, etc. Et puis le volet aussi aptitude, qu'est-ce que tu en es, est-ce que tu sais fédérer, tu sais communiquer, c'est pas des questions. D'accord. Il faut donner de cette manière, mais voilà, on travaille vraiment sur tous les volets, et à chaque cas, il y a parfois une mobilité, qui peut être une mobilité courte, comme un échange de jeunes, qui peut durer entre 8 à 10 jours, où on envoie un groupe de jeunes avec un leader, quelque part en Europe, rejoindre d'autres groupes de jeunes de plein d'autres pays, parfois 80, 100 jeunes qui peuvent se retrouver en Suède, en Croatie, autour d'un projet. Il y a toujours une thématique qui est portée par l'association qui porte ce projet, et le choix de la thématique, déjà en fonction des aspirations du jeune. Si vous êtes très intéressé par la permaculture, on va vous envoyer sur une thématique que vous allez faire travailler dans le handicap. C'est d'être cohérent avec les jeunes, leurs aspirations, leurs projets, et c'est de les emmener à atteindre, à réaliser leurs objectifs. Il y a donc un vrai accompagnement. Absolument. Les jeunes viennent, c'est quoi, une prescription par un autre organisme ou ils viennent comme ça? Oui. Exactement, il y a un très gros travail qui est fait auprès des partenaires. Donc une de nos missions principales, c'est aussi la sensibilisation des jeunes, mais pas que, aussi de tous les partenaires, des professionnels de l'insertion parce que ces dispositifs sont peu connus. Souvent quand on parle d'Erasmus,
on pense aux universitaires, aux échanges entre universitaires, et même les professionnels. Donc on a vraiment cette mission de sensibiliser, de faire découvrir, d'expliquer quels sont les différents volets et à qui ça s'adresse le plus, qui c'est le plus pertinent. D'accord. Mais par contre, un jeune peut quand même venir sans être envoyé par un organisme. Hein. Il peut se rendre d'accord. Oui. Et donc, quand il vient la première fois, vous le recevez, vous essayez de voir s'il a vraiment envie de partir, s'il y a quelque chose de profond, si c'est réfléchi, et voilà, qu'il ne part pas comme ça uniquement sur un coup de tête. Absolument, ouais, tout à fait. D'abord, beaucoup d'écoute, c'est-à-dire qu'on travaille sur le projet et on ne part pas du postulat que chaque jeune qui vient nous voir doit partir en mobilité, et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Parce que parfois, c'est pas nécessaire, c'est pas le bon moment, mais on fait déjà de la sensibilisation d'information et beaucoup d'écoute sur d'où tu viens, c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes aspirations, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi la place que tu veux occuper dans la société. D'accord. C'est ça le postulat de départ. Et en fonction de ces éléments-là, formation académique, aptitude, petit job, etc., loisirs, passion, en fonction de tous ces éléments, on arrive à l'orienter parfois vers une mobilité plutôt courte, un échange de jeux, mettre le pied à l'étrier, quitter un peu le cocon familial. Souvent, les jeunes ayant l'opportunité, voilà, pas au collège, etc. Et donc, une petite mobilité courte, ça peut donner l'envie d'aller plus loin, jusqu'à des volontariats de 2 mois ou des volontariats plus longs. Et on est en train d'innover sur des mobilités plus courtes, parce que parfois, même 8-10 jours, pour quelqu'un qui n'a jamais voyagé, c'est parfois un peu long. On a vu, voilà, ça peut arriver. Donc, on essaie d'innover, de trouver des choses de mobilité plus locales. On a la chance d'avoir l'Italie à côté. Donc, il y a une question, après je reviendrai. Parce que on a une question sur Instagram de MoonMoon199 qui demande « Bonjour, est-ce que ça concerne également les étudiants étrangers qui étudient à l'université en France ?» Ça peut les concerner, mais ce ne sont pas particuliers. C'est pas notre public cible. Mais effectivement, il y a des dispositifs pour eux, des étudiants qui souhaitent réaliser des stages, qui ont besoin parfois de réaliser des stages dans le cadre de leur cursus. Il y a des opérateurs qui ont de meilleures réponses que nous à leur apporter, mais on peut les écouter, les recevoir, voilà, expliquer le panel de ce qui est possible et orienter vers le partenaire qui sera le mieux à même de l'aider, de l'accompagner. D'accord. Donc tu parlais de séjour court. Le plus court en séjour, là, c'est... Alors, il y a les échanges de jeunes, c'est un dispositif officiel d'Erasmus Jeunesse et Sport, de 5 à 2 semaines, 5 jours à 2 semaines, plutôt 7 mêmes jours, donc avec des groupes qui sont constitués de 5 à 8 personnes, parfois plus, toujours avec un leader, un jeune qui va se comporter en leader, qui fera un peu l'interface avec les autres groupes étrangers, avec l'association qui accueille. Et donc ça ne nécessite pas particulièrement d'avoir une grande maîtrise d'une langue étrangère pour pouvoir s'appliquer, puisqu'il y a ce leader qui vient, qui fait l'interface, qui fédère un peu le groupe. Ça, voilà. Et c'est la mobilité courte la plus connue, l'échange de jeunes. Mais voilà, nous, compte tenu du contexte, on peut beaucoup moins voyager. Là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Voilà, on essaie d'innover sur des mobilités plus courtes, faire prendre goût. Puis, je crois que ça marche pas mal. On a innové cet été, on est parti 48 heures en Italie avec une étape à Nice. On leur a fait travailler sur les produits locaux, etc. Et en Italie, faire interviewer les gens sur ce qu'apporte le voyage. On réalisait aussi une journée de vélo, tout ça, il faut qu'on s'amuse aussi un peu. Mais voilà, tout ça en train, en auberge de jeunesse, faire prendre conscience que c'est possible, que de vous-même, vous pouvez prendre un billet, vous loger pour 15-20 €, vous nourrir sainement pour quelques euros également. C'est une bonne forme, c'est quelque chose qu'on va développer. Est-ce qu'il y a des destinations préférées des jeunes Ah ouais, il y avait une destination qui était très courtisée, très prisée, c'est l'Angleterre. Et malheureusement, l'Angleterre, ayant quitté l'Union européenne, n'est plus dans les destinations disponibles, que ce soit pour les stages ou les échanges jeunes ou autres. Parce qu'il y a aussi cette attirance vers l'apprentissage d'une langue. Souvent, quand on vient nous voir, il y a des difficultés en langue. Alors, c'est pour ça que nous mettons en place des ateliers de déblocage de langue, un peu avant le départ. Et même pour ceux qui ne partent pas, c'est toujours utile de venir participer à ces ateliers. Ils sont animés par les services civiques que nous recrutons. Il y a bien avoir des jeunes qui maîtrisent un petit peu la langue pour animer ces ateliers. Quelle était la question déjà? Non, oui, les destinations. Donc l'Angleterre. Après, donc, dû à cette attirance pour la langue étrangère, dans les stages, on nous demande régulièrement Malte, qui a pour langue officielle l'anglais également, l'Irlande, qui est encore accessible, et
Et sinon, il y a l'Espagne, souvent l'Italie. L'Espagne parce que nous avons des partenaires qui portent des projets assez ambitieux, souvent avec des thématiques très variées, qui peuvent être la diplomatie et la gastronomie, le sport, le handicap, des choses comme ça, l'éco-construction, l'environnement, la sensibilisation à l'environnement. Ce sont des thématiques qui ont beaucoup d'écho, qui plaisent énormément aux jeunes que nous recevons. Donc, il y a l'Espagne aussi. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur le Corps européen de solidarité, qui est l'ancien service volontaire européen? Ben justement, là, on est en voie de... on va avoir une réunion la semaine prochaine, ça bouge dans ce milieu-là. Il y a des labellisations qui vont être mises en place par le Corps européen de solidarité. Donc, site sur lequel vous devez vous inscrire d'ailleurs, le Corps européen de solidarité. On vous attribue un numéro de volontaire qui va vous être utile d'ailleurs pour les assurances qui sont... l'assurance Signa, qui est l'assurance spécifique aux volontaires dans le cadre du CES. Donc oui, il y a cette labellisation qui va être mise en place très prochainement et nous espérons bien évidemment avoir. D'accord. Et donc le principe pour les jeunes, après tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est d'avoir la possibilité de partir dans un des pays de l'Union européenne, voire des pays partenaires, oui. D'avoir une mission dans une association, sur une durée qui peut être de 6 mois, 8 mois, 10 mois, ça dépend les séjours. Et il y a une participation du ministère qui est en charge ce dispositif-là, une participation financière pour les frais de transport, pour l'argent de poche, pour les frais de logement. Voilà, donc c'est un moyen de pouvoir partir aussi de manière encadrée à l'étranger et de pouvoir être dans une association. En plus, je pense qu'on peut choisir aussi en plus l'association dans laquelle on va, donc on ne nous impose pas quelque chose, un endroit. Donc, Tout à fait. C'est très important ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de barrière financière, c'est-à-dire que ce sont des fonds européens, donc chaque pays évidemment abonde à ce fonds, et c'est l'Union européenne qui finance les trajets. Les associations, lorsqu'elles accueillent, elles ont l'obligation d'héberger, d'avoir un logement digne pour héberger le volontaire, et il y a une enveloppe pour se nourrir et une rétribution financière compte tenu du travail qui va être fait. C'est minime, mais c'est suffisant la plupart du temps pour être confortablement installé dans sa mission, être à l'aise. Effectivement, c'est un point important. Le jeune n'a rien à débourser, d'autant que chez Parcours le Monde, nous ne faisons pas payer de frais d'adhésion, etc. Oui. Parfois, mais voilà, il faut que ce soit le plus ouvert possible, qu'il n'y ait pas d'obstacle financier pour aller vers ces projets-là. D'accord. Bon, il faut quand même avoir un peu d'économie. Oui. Et ne pas partir uniquement avec les aides de l'État parce que bon, après on a aussi envie d'avoir des loisirs sur place et tout ça, mais bon, il vaut mieux avoir quand même un petit peu d'argent de côté, mais cette aide-là est quand même assez intéressante. Merci beaucoup Walid. Nous allons passer au premier bon conseil d'Amy qui concerne, donc je vais donner la thématique, la santé dans le monde, comment cela fonctionne, Luc? Oui, tout à fait. Donc une information globale par rapport à ça, parce que c'est vrai quand on part à l'étranger, on a peut-être tendance à croire que la santé fonctionne comme notre système de santé français, mais évidemment c'est pas forcément le cas. Et ce que je peux vous donner comme information, en tous les cas comme conseil, on va commencer par les informations déjà, c'est que la santé dans le monde, et en tous les cas en fonction des pays dans lesquels vous séjournez, ne fonctionne pas de la même manière quelles que soient les destinations. Chaque pays gère son système de santé vraiment de manière individuelle et autonome, et ça c'est important de l'avoir en tête, que le système de santé que nous connaissons en France n'est pas forcément le même à l'étranger. On peut recenser quand même quelques similarités en fonction des pays à l'étranger, avec notamment, comme ce que l'on peut connaître en France, l'existence d'un système de santé publique et un système de santé privée. Cette organisation-là, on la retrouve dans beaucoup de pays, et ça peut permettre, quand on part à l'étranger, d'avoir un minima certains repères qui nous permettent d'être un petit peu plus à l'aise avec cette organisation-là. Et pour vous présenter un petit peu les principales différences entre ces deux systèmes-là, dans le système de santé publique, ce qu'on a pu recenser, notamment dans les pays qui sont développés, c'est la présence d'un système qui est de très bonne qualité, similaire à ce que l'on peut connaître en France, ou en tous les cas qui s'en approche, voire qui le dépasse dans certains cas, avec des établissements de santé qui sont performants, qui sont très bien dotés en matière de professionnels de santé, d'équipements également. Et en revanche, certains inconvénients aussi qu'on a pu recenser, parce que tout n'est pas parfait comme ce que l'on peut connaître en France, il y a quelques petits inconvénients ou des choses qu'il faut avoir en tête.
notamment dans ce système de santé publique où, comme ce que l'on peut connaître en France, hein, certains établissements de santé sont saturés, beaucoup de monde s'y rendent, et forcément ça a un impact direct sur et à la fois la capacité d'accueil de l'établissement et puis la qualité d'accueil de l'établissement de santé. Donc ça, c'est vraiment des choses à avoir en tête, et le conseil que je peux vous apporter, c'est quelle que soit votre mobilité, quel que soit le pays, la destination, d'avoir un petit travail de recherche avant votre départ, de voir un petit peu quels sont les organismes de santé qui sont présents à proximité de votre destination, les hôpitaux publics, les médecins qui peuvent vous soigner vraiment pour des choses bénignes ou pour des choses un petit peu urgentes. Ça vous permet d'être préparé à toute éventualité, si je puis dire, et puis d'être un petit peu rassuré au cas où il vous arrive quelque chose. Si je peux continuer par rapport à ça, sur le système de santé publique, toujours, j'ai parlé des pays développés. Pour tout ce qui touche au système de santé publique qui existe dans certains pays en voie de développement également, il faut savoir que c'est très variable en fonction des destinations et de la situation géographique par pays. C'est variable en fonction du continent dans lequel le pays va se situer, et puis je dirais même à l'intérieur d'un pays, les conditions sanitaires vont extrêmement varier. C'est par exemple le cas en Chine, où on a des retours d'étudiants qui sont dans des grandes villes où le système de santé est de bonne qualité, d'autres étudiants qui s'avancent un petit peu plus dans les terres et où le système de santé est un petit peu plus aléatoire. Exactement. À l'inverse, on a à l'opposé du système de santé publique, le système de santé privée, comme on le connaît en France, et qui est parfois beaucoup plus développé à l'international. C'est parfois le seul système qui existe. Le système de santé publique n'existe pas dans tous les pays. Et ce qu'il faut savoir sur ce système de santé à l'étranger, c'est que certes, il propose une qualité d'accueil qui est parfois plus performante que le système de santé public, mais ça comporte certains inconvénients, et vous vous en doutez, le premier inconvénient, c'est le coût des frais de santé dans ce système de santé privé qui sont en règle générale beaucoup plus onéreux et beaucoup plus élevés que le système de santé public. Donc en petite conclusion par rapport à ça, le conseil que je veux vraiment vous apporter, qu'on apporte chez AIMI pour tous les jeunes et les étudiants que l'on accompagne, c'est de bien préparer votre voyage, notamment sur ce volet santé, et d'essayer de trouver toutes les informations sur ces systèmes de santé qui peuvent vous être utiles pour bien préparer votre mobilité et puis vous préparer à toute éventualité. Et du coup, pour trouver toutes ces informations, à la fois dans les fiches de information jeunesse, donc en venant dans les locaux de Cap Jeunesse, vous avez sur chacune des fiches qui concernent les pays des informations sur la santé, et peut-être qu'il y a des sites sur lesquels les jeunes peuvent se rendre pour... Oui, tout à fait. Déjà, dans un premier temps, le site AIMI et le blog notamment regorgent d'informations sur divers sujets, notamment sur le sujet de la mobilité à l'international. Vous retrouvez plein de contenus sur nos réseaux sociaux également, et puis on travaille avec un partenaire qui s'appelle Ready2Go, qui accompagne les voyageurs dans leur globalité, jeunes ou moins jeunes, autour de plein de thématiques d'aide à la préparation de la mobilité à l'international. Donc c'est un vrai site ressource pour toutes les personnes qui veulent s'engager dans une mobilité. C'est un site qui est basé sur la communauté, donc sur le partage d'expériences des voyageurs. Donc c'est un site ressource vraiment sur lequel on s'appuie nous personnellement et sur lequel on incite les jeunes à aller se renseigner. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces sites-là. De toute façon, nous citerons toutes les coordonnées de tous les organismes sur notre page Facebook, Instagram, également sur la page YouTube. C'est l'heure de la question 2 du quiz. Donc je rappelle le règlement. Vous avez jusqu'à vendredi minuit pour répondre à cette question dans les commentaires sur la page Facebook ou Instagram. Et nous ferons un tirage au sort. Les résultats seront communiqués lundi matin. Et vous avez un tote bag avec plein de goodies utiles quand on voyage qui vous sera offert. La question numéro 2. Quel pays a été le dernier à rejoindre l'Union européenne en 2013 ? On est gentil, on vous donne même l'année. Voilà, c'est à vous de jouer jusqu'à vendredi minuit. Nous enchaînons et là par contre nous allons tourner pour voir Philippe Kias. Voilà, bonjour Philippe.
Bonjour. Voilà, donc Philippe Kias représente l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc l'OFAGE, le sigle. Philippe, tu es ambassadeur, jeune ambassadeur de l'OFAGE, enfin où tu étais, Oui. voilà, à Nice. Et donc tu travailles dans cet organisme-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les missions de l'OFAGE, ce que vous bien sûr. proposez et à qui ça s'adresse? Oui, bien sûr. Alors, je vous souhaite le bienvenu. Je vous souhaite le bienvenu de Mannheim en Allemagne. Oui, moi je suis Philippe Kias, comme vous l'avez déjà dit, et je suis jeune ambassadeur de l'OFAGE, donc de l'organisation franco-allemande pour la jeunesse. Et nous avons des programmes du soutien financier pour les jeunes entre 3 et 30 ans. Et oui, la base de notre organisation, c'est un peu historique. Ça commence avec le contrat d'Élysée de Adenauer et Charles de Gaulle en 1963. Et en raison de ça, il y a beaucoup de programmes, beaucoup d'offres pour les jeunes. Et j'aimerais bien vous en parler maintenant. Avec plaisir, Philippe. Nickel. Ok. Alors, généralement, comme j'ai déjà dit, ça commence déjà quand vous avez 3 ans, mais on m'a prévenu que vous avez plutôt entre 16 et 30 ans, donc j'ai commencé un peu plus tard. Tout d'abord, peut-être que vous avez déjà entendu du programme Brigitte Sausset qui a pour but un échange de 3 mois pour les jeunes d'environ 12 et 15 ans. Et c'est un échange entre un français et un allemand. Puis il y a le même programme Voltaire qui a le même but, et là c'est pour 6 mois. Attendez, je m'entends 2 fois. Pas de souci, mais bon, ok. Oui, et puis il y a aussi, alors ça c'est un truc que l'on peut faire plutôt quand on est toujours à l'école, au collège ou au lycée. Et puis il y a aussi beaucoup de programmes qui commencent quand on est jeune adulte. On peut, par exemple, comme moi, je l'ai fait après mon baccalauréat ici en Allemagne. J'ai fait un volontariat franco-allemand, un volontariat franco-allemand à Épernay, dans le Champagne. Mais il y a aussi beaucoup d'autres programmes. Et pour ça, il ne faut pas forcément avoir une connaissance en allemand. C'est toujours un petit avantage, je dirais, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Et même pour la durée, on peut avoir tous les programmes. Donc, ça commence avec un petit plongée dans la langue, avec des workcamps, il y a aussi des petits programmes, des petits échanges, du partenariat entre les villes jumelées. Et il y a des cours de langue, et même si on veut aller plus loin, il y a beaucoup de possibilités, comme on peut mener les équipes pédagogiques, on peut faire du BAFA Juleika, ça se dit comme ça. BAFA, vous le connaissez? Oui, vous connaissez peut-être le BAFA? Ah oui, le BAFA, le brevet pour travailler. Exactement. Ah oui, ok. Oui, et il y a pour cette formation, il y a un équivalent allemand aussi, et on peut mélanger les deux. Donc ça s'appelle BAFA Juleika. Puis on a des possibilités de réaliser des animations pour des groupes ou de langues. On peut aussi devenir traducteur pour des groupes. Et comme je vous ai déjà dit, alors, ce sont des programmes qui sont plutôt pour quelques jours ou semaines, mais moi, après mon bac, dans les secteurs culturels, scientifiques ou sociaux, qui normalement sont aussi payés, et il y a aussi l'assurance derrière, donc oui.
Et même pour quand on veut travailler plus tard, il y a des programmes qui sont soutenus par l'OFAGE pour des stages, pour des bourses d'études, pour le travail et oui, aussi des programmes, par exemple, pour des futurs professeurs. D'accord, donc ça Mais s'adresse même- aussi à des adultes alors. Oui, exactement. Donc, pour les jeunes adolescents, exactement. Et du coup, est-ce que c'est... bon, d'abord, est-ce que ces programmes sont proposés que dans des établissements scolaires? Comment vous faites la promotion en fait, de l'OFAGE? Comment on peut connaître les programmes que vous proposez? Est-ce qu'on peut s'inscrire à titre individuel et s'inscrire dans un groupe qui existe et voilà, comme un séjour linguistique entre guillemets? Oui, alors, on peut. Alors, mon travail comme jeune ambassadeur, c'est de participer aux messes ou d'aller dans les écoles pour faire un peu le plaisir, pour donner un plaisir aux autres d'apprendre notre langue. Mais sinon, toujours, le premier pas qui peut être fait, c'est d'aller sur notre site internet, ofage.org. Et oui, là, il y a tous les programmes et aussi les moyens comment y aller, parce que il n'y a pas un moyen, un chemin pour y entrer, mais il y en a plusieurs. Donc, si jamais vous êtes intéressé aux relations franco-allemandes, il faut toujours d'abord aller sur notre site et là, il y a toutes les informations supplémentaires. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent partir en Allemagne? Est-ce qu'ils sont... Oui. Ouais. Oui, il y en a beaucoup. Alors, moi, j'ai pas des chiffres en tête, mais par exemple, moi, pour le programme Jeune Ambassadeur, il y a des gens de la France et de l'Allemagne, et là, il y en a beaucoup, on est environ 100. Puis, pour l'autre programme auquel j'ai participé, comme je vous ai déjà dit, le volontariat franco-allemand, il y avait aussi je pense, 1000 de jeunes qui l'ont fait après leur bac. Et ça, ce sont seulement 2 programmes parmi un grand nombre de programmes. Donc, il y a beaucoup de participants chaque année. D'accord. Je pense, j'ai en tête 25 000. Ah oui, c'est pas mal, oui. Je sais pas à 100%. Oui. C'est pas mal quand même. Bon, ben, c'est très bien. Donc, nous, on a eu l'occasion de travailler avec vous parce que du coup, Cap Jeunesse Côte d'Azur et point info relais de l'OFAGE, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui a envie de se renseigner sur les différents programmes de l'OFAGE peut disposer dans nos locaux de toutes les plaquettes sur tous les programmes que l'OFAGE propose. Et parallèlement, on a travaillé avec Philippe l'année dernière puisque nous organisons chaque année en janvier la semaine franco-allemande. Donc cette année en janvier, on verra si on l'a fait ou pas en fonction des conditions actuelles. Mais durant cette semaine franco-allemande, on accueille des classes, principalement à dominante allemande. On les accueille, on fait une exposition, ils ont un petit jeu, enfin des questions quiz dans cette exposition-là. Et ensuite, il y a une remise de cadeaux également. Et je crois que l'année dernière, il y avait eu quelque chose de particulier qui avait été organisé dans le centre culturel d'Allemagne qu'il y a dans le Vieux-Nice à Nice. Voilà. Donc c'était assez intéressant et on reçoit quand même pas mal, à peu près une bonne dizaine de classes. Donc ça fait un certain nombre d'élèves qui sont informés durant toute cette semaine sur tous les programmes de l'OFAGE. Merci beaucoup Philippe. Donc oui, effectivement, en plus tu es en Allemagne, donc c'est très très gentil d'avoir pu te connecter ce soir pour cet After Six. Donc, merci pour l'invitation. De rien, écoute, au plaisir. Hein. Bon, tu sais que Nice t'attend, je sais que tu l'as dans ton cœur, donc n'hésite pas à venir même si ta mission d'ambassadeur est terminée, mais voilà, avec grand plaisir. Oui, merci. Merci beaucoup.
Nous avons Luc qui va de nouveau intervenir sur les bons conseils de Mimi. Et la question, c'est donc en Europe, la carte européenne d'assurance maladie est-elle suffisante? Bonne question. Ouais, très bonne question. Et avant de répondre à cette première question, je vais en poser une seconde qui est comment fonctionne et à quoi sert cette carte européenne d'assurance maladie. Déjà, avant d'expliquer tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui sont assurées sociales en France peuvent bénéficier de cette carte européenne d'assurance maladie. Et vraiment, vous partiez pour un séjour en amoureux, vous partiez pour une semaine, pour 2 semaines, 6 mois. C'est une carte qui est gratuite, qui est individuelle à chaque personne et à chaque membre de la famille. Ça coûte rien de la demander, c'est une toute petite démarche qui est assez rapide. Donc vraiment, faites-en la demande. C'est un conseil tout simple et ça peut vraiment apporter des solutions intéressantes pour couvrir votre santé dans l'Union européenne et puis de manière un petit peu plus large dans l'espace économique européen, notamment avec des pays comme la Suisse qui ne font pas partie de l'Union européenne mais pour lesquels la carte européenne fonctionne quand même. Ceci étant dit, la carte européenne, à quoi elle peut vous servir? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est valable 2 ans pour nous, en tant qu'assurés social français, et elle nous permet de pouvoir bénéficier en fait du système de santé publique, comme si nous étions en fait des résidents du pays de séjour dans lequel nous allions séjourner. Donc ça permet d'avoir un accès gratuit, enfin pas un accès gratuit, mais un accès gratuit ici en termes de démarches administratives, un accès assez simple auprès des professionnels de santé publique dans le pays de séjour, et vraiment c'est quelque chose d'hyper important. Ça nous permet d'avoir une couverture assez importante pour tous les frais de santé que nous pourrions recevoir à l'étranger. Les prestations de remboursement, elles sont effectuées exactement dans les mêmes conditions que les résidents du pays de séjour, à la fois en termes de modalités et en termes de prestations tarifaires. Donc on est remboursé, si par exemple si je pars demain en Italie, je serai remboursé exactement comme un résident italien. Si je dois aller voir un médecin, si je dois être hospitalisé, si j'ai une urgence dentaire, je serai remboursé exactement de la même manière. La chose à avoir en tête également, c'est que seuls les soins qui sont jugés médicalement nécessaires, et ça c'est important de le savoir, sont pris en charge par la carte européenne d'assurance maladie. Typiquement, si je veux réaliser un check-up pour savoir si je suis en bonne santé, c'est potentiellement des choses qui ne seront pas prises en charge par la carte européenne d'assurance maladie. Mais bon, je pense que lorsque l'on part à l'étranger, on ne part pas forcément pour effectuer ce type de soins-là. C'est vraiment destiné aux frais un petit peu imprévisibles et d'urgence. J'ai parlé d'un petit peu de tout ce qui est avantage, parlons aussi pas des inconvénients, mais des points de vigilance à avoir par rapport à cette carte européenne, et ça répondra à la question qu'on s'est posée sur est-ce que cette carte est suffisante. Je dirais que non, puisqu'elle ne remplace en aucun cas, ou elle ne se substitue pas à une assurance de voyage. Pourquoi? Vous l'avez compris, elle fonctionne uniquement dans le système de santé publique. Pour tout ce qui touche aux frais de santé en lien avec le système de santé privé, elle ne fonctionne pas. Donc les différences de tarifs que j'ai pu vous parler tout à l'heure, les inconvénients du système de santé privé ne sont pas intégrés par l'utilisation de cette carte européenne d'assurance maladie, donc c'est un premier point de vigilance. Et puis aussi, l'ensemble des frais médicaux ne sont pas garantis d'être pris en charge. C'est un petit peu le même fonctionnement que notre système de santé en France, où on a une partie remboursée par la sécurité sociale, une partie qui est complétée par des organismes tiers comme les complémentaires santé. Et dans certains pays, dans de nombreux pays européens, c'est le même système de fonctionnement, avec une partie qui est prise en charge par la sécurité sociale et une autre partie qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale, et que donc, en tant que citoyens européens à l'étranger, nous aurions potentiellement à assumer en termes de prise en charge de ces frais-là. Au-delà de cela, au-delà des frais de santé, la carte européenne ne vous couvre ni pour votre responsabilité civile, ni pour votre rapatriement, qui sont tout de même des choses assez importantes à avoir en tête, et en tous les cas des choses qui peuvent nous être nécessaires en cas de mobilité à l'étranger. D'accord, donc là il y a des assurances à part, j'imagine. Exactement, et pour répondre, que ce soit pour des destinations européennes, des destinations au-delà des frontières européennes, ça fera justement partie des éléments de réponse de la 4e et dernière question. Il existe des assurances spécifiques pour la mobilité à l'international et qui permettent de couvrir de manière très appropriée toutes les choses essentielles pour partir tranquillement. D'accord. Donc carte européenne, vous pouvez aller sur votre compte Amélie. J'ai testé, c'est très rapide. C'est une demande qui se fait en 10 secondes et vous la recevez après au domicile, mais très rapidement. Donc franchement, ça ne vaut pas la peine de ne pas la demander au moment de notre départ. Merci beaucoup, Luc.
me donne envie de bouger cette musique. Question numéro 3 de notre quiz. À quel niveau scolaire s'adresse le programme d'échange Brigitte Sauzet de l'OFAGE? J'espère que vous avez écouté l'intervention de Philippe tout à l'heure puisqu'il a donné la réponse. Donc à quel niveau scolaire s'adresse ce programme-là? Vous avez jusqu'à vendredi minuit pour nous donner la réponse sur Facebook et Instagram. Nous allons passer maintenant à notre invité Dominique Girère. On va donc tourner notre écran, voilà. Bonjour Dominique, 4e invité de notre After Six. Alors... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend et on vous voit en tout petit. Comment ça se fait? Allez, on va essayer de régler la question. Donc Dominique, tu travailles au Club Telly, une association que les structures information jeunesse utilisent, mais beaucoup. Donc déjà un grand merci parce que ça nous est très utile d'avoir toutes les informations qui sont fournies par ton association. Donc du coup, est-ce que tu peux présenter ce que vous faites en matière de mobilité internationale? Oui, eh bien déjà bonjour Michel. Ça fait effectivement quelques années que nous ne nous étions pas vus. Il me semble que j'étais venu te voir, mais il y a au moins 10 ans. Oh oui, un bon moment, oui. Donc bonjour à tout le monde également. Donc effectivement, si je parle de temps, c'est que ça fait un moment qu'on est là. Le club a fêté cette année ses 28 ans d'existence. Oui. Donc ça fait effectivement 28 ans qu'on est là et qu'on parle de mobilité internationale. Alors pour les plus anciens, 28 ans c'était avant Internet. Et c'est vrai que ça me permet déjà de rebondir sur ce que je viens d'entendre. Je trouve, et j'aime bien le rappeler, je trouve que les jeunes n'ont jamais eu autant de chance et autant de possibilités de mobilité. Alors on mettra peut-être à part, on en parlera tout à l'heure, la période Covid que nous vivons, parce qu'il faudra, je pense, quand même en parler un petit peu, mais dans le cadre des programmes qui sont mis en place et qu'on vient d'entendre, dont on vient d'entendre la liste là, ces quelques minutes, mais effectivement tous ces programmes n'existaient pas. Donc vous êtes la première génération à avoir une telle chance, une telle possibilité de mobilité partout à travers le monde. Donc ça c'est un leitmotiv qu'on répète souvent, parce que les jeunes qui viennent nous voir, et qui viennent nous voir aussi, je pense, ont toujours un peu cet aspect, cette crainte, cette peur de la mobilité, alors qu'elle n'a jamais été autant encadrée qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément qu'on met en avant. Mais je me dis ceci tout de suite, parce que c'est l'objectif et le but du Club Telly. Le club a été créé, et je le répète souvent, et je m'en amuse aujourd'hui, mais sur un coin de table de cuisine, par des gens qui voyageaient et qui se sont mis à échanger des infos, des souvenirs, des copies d'articles de presse. J'ai moi-même voyagé aux États-Unis dans les années 90 et j'ai même moi-même découpé des articles de presse que j'avais ramenés dans ma valise. J'en avais une pleine, je m'en souviens très bien. Et ça fait aujourd'hui rire évidemment les gens qui sont dans cette thématique-là, mais on avait des informations qu'on découpait dans la presse dans les années 90 qui étaient de véritables pépites quand on les transmettait à ceux qui n'avaient pas encore mis le pied aux États-Unis. Pourquoi? Parce que la presse anglo-saxonne était difficile d'accès. Il y avait quelques librairies anglo-saxonnes en France, mais elles n'étaient pas très nombreuses. Et les journaux duquel on extrayait notre savoir et nos informations, eh bien, n'étaient carrément pas accessibles du tout en France. Donc ça a commencé comme ça, par la construction d'un réseau, la mise en commun d'expériences. Donc ça reste le premier élément qui est vivace. Ça veut dire que tous les jours, sur le site internet, il y a des dépôts d'infos, d'adresses qui sont donnés par ceux qui sont déjà partis. C'est par exemple, il y en a eu il n'y a pas longtemps, un étudiant qui est en stage quelque part, à qui on a confié la mission de trouver quelqu'un pour le remplacer. Donc il n'y a même pas d'offre qui va être diffusée. L'entreprise s'est déchargée sur ce coup-là, sur le jeune en question, en disant tiens, trouve-nous quelqu'un pour te remplacer. Et donc notre première plus-value, si j'ose dire,
c'est d'essayer justement de se servir, et on le fait depuis 28 ans, des expériences, des bons plans, des adresses de ceux qui sont déjà partis. Alors c'est une pépite dans le sens où effectivement, bien, on a parfois des employeurs qui reçoivent 5 CV, donc se faire recruter sur la base de 5 CV, c'est quand même plus facile qu'en répondant à une annonce sur un grand site de grand passage, où là il va y avoir des milliers de candidatures déposées. Donc le premier élément, c'est de mettre en commun le savoir, les réseaux de chacun. Et c'est un réseau qui fonctionne bien, je viens de le dire tout à l'heure, mais c'est aussi des réseaux d'entraide, des gens qui partent à plusieurs, des jeunes qui aident à traduire le CV d'autres personnes, enfin, il y en a qui vraiment font de la colocation, enfin, c'est vraiment ouvert à tout type de collaboration. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, on le fait depuis 28 ans, eh bien, on prospecte des milliers d'entreprises à l'étranger, on récupère des offres, on les filtre. Si on les filtre, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on reçoit chez nous que personne ne voit jamais, tout simplement parce qu'on les a mis à la poubelle. On ne diffuse que les offres que nous voulons diffuser. On a bien évidemment blacklisté un certain nombre d'entreprises depuis que l'association existe. Enfin, on fait vraiment un tri. Il y a beaucoup, notamment, on l'a vu encore exploser, on aura peut-être le temps d'en parler tout à l'heure, exploser le cas de fausses annonces, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on est très vigilant par rapport à ce qui circule, mais on n'hésite pas à faire nos propres enquêtes avant de diffuser une offre. Donc c'est le deuxième point, c'est le diffuseur d'offres. Et puis le troisième point, c'est l'accompagnement. Chacun de nos adhérents, le club est une association, peut bénéficier d'un chat en direct ou d'un forum, et on les invite à poser leurs questions pour qu'on puisse justement les accompagner dans leur démarche. Voilà un petit peu en résumé la philosophie de l'association. Merci beaucoup. Depuis donc 28 ans, combien de jeunes et combien d'entreprises sont partis? Alors là, on avoisine à peu près les 100 000 adhérents depuis que l'association existe. Et les entreprises, on a vraiment du mal à les comptabiliser, mais ce sont des milliers et des milliers d'entreprises, d'autant plus que nous, on intervient de deux façons différentes. Donc, on reçoit une offre, alors après, on peut comptabiliser sous forme de poste à pourvoir. On a certains de nos employeurs qui recherchent parfois jusqu'à 200 personnes, 300 personnes l'été. Et puis, on a des petites structures qui n'en recherchent qu'un seul. Et puis, on a aussi d'autres sources. Tout à l'heure, je parlais de mise en commun de données. On a, et ça arrive, ça nous est arrivé il y a une dizaine d'années. On ne rencontrait pas ce genre de situation il y a une dizaine d'années. Mais on a aujourd'hui des entreprises qu'on contacte en leur disant, si vous avez des offres à pourvoir, stage, bénévolat, emploi, etc., n'hésitez pas à nous les envoyer, c'est gratuit. Et bien, depuis une dizaine d'années, on a des retours de sociétés qui nous disent oui, mais nous, on prend des stagiaires, mais on a mis, par exemple, un formulaire sur notre site internet, donc on ne diffuse quasiment plus d'offres. Nous ne laissons pas cette info se perdre, nous récupérons ces données que nous mettons en ligne, sous forme parfois de dossiers, pour dire aux candidats, attention, certaines entreprises, vous pouvez attendre longtemps de voir une offre, vous n'en verrez pas, et donc vous pouvez envoyer des candidatures spontanées, et on met des listes de sociétés à jour en ligne qui permettent également aux candidats d'envoyer des candidatures spontanées sur ces cibles-là. D'accord, donc du coup... Et donc l'élément essentiel que moi je souligne, hein, j'ai pas fait le distinguo, mais tout à l'heure on a entendu un mot qui est revenu en force, qui est le mot projet, le mot structure, le mot accompagnement. Le club ne propose pas de programme. Le club s'adresse à des gens autonomes qui sont un minimum capables, et on est là pour leur apprendre justement à le faire, de se prendre en charge, c'est-à-dire d'envoyer un CV, tout en étant suivi, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est pas on ne s'intègre pas dans un programme. On veut que les gens puissent choisir leur type de départ, partir en Europe ou à l'autre bout du monde, partir un minimum de temps, partir à 16 ans, partir au pair, etc. Donc c'est vraiment une banque de données de voyageurs pour les voyageurs indépendants. C'est un élément essentiel que je voulais rappeler. D'accord. Et alors du coup, une fois que s'il y a des jeunes qui sont intéressés, qui partent par le biais des offres qu'ils découvrent sur votre site, et qui sur place, ça se passe pas très bien. Est-ce ils peuvent vous contacter, est-ce qu'ils vous disent, avec cet employeur, ça se passe pas bien pour ça? Est-ce que c'est comme ça que vous menez aussi un peu votre enquête?
Oui, alors effectivement, donc déjà, ce que les employeurs savent, certains des employeurs chez nous diffusent des offres depuis plus de 20 ans. Hein. Il y en a même qu'on tutoie, qu'on a rencontré, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure en préambule, 28 ans, c'est quand même important. Donc, en 28 ans, on a fait des choses généreusement. Mais le club, c'est un réseau. Ça veut dire que si une entreprise, et à nouveau, je le rappelle, c'est assez fréquent quand même, souhaite exploiter un candidat, parce que ça arrive aussi, c'est-à-dire lui faire un travail de salarié et de ne pas le rémunérer sous un prétexte de bénévolat ou de stage non rémunéré. Déjà, on est très vigilant de voir le secteur d'activité proposé. Par exemple, dans des banques commerciales new-yorkaises, ne pas rémunérer un stagiaire, pour nous, c'est assez incompréhensible. Donc, on est assez vigilant. Et ça nous arrive aussi de leur renvoyer un message en leur disant « Vous nous proposez une offre de stage qui, semble-t-il, n'est pas rémunérée. Nous aimerions savoir si quand même il y a matière à gratter une petite rémunération quelque part ». Et on obtient assez régulièrement ce type de retour. Donc, là, le point sur lequel j'insiste, c'est que si une entreprise est, on va dire, malfaisante et qu'elle a dès le départ le souhait d'exploiter ou d'arnaquer un candidat, il ne passera pas par notre type de réseau, sachant qu'il sait très bien qu'à l'intérieur du réseau, l'info circule. Et quand nous avons, ça nous arrive de temps en temps, mais c'est le deuxième point que je vais aborder pas très souvent, si le candidat découvre un élément surprenant, par exemple, l'élément le plus surprenant qu'on rencontre, c'est sur les rémunérations. Il nous arrive que dans une offre, on ait une rémunération à un niveau, et puis que lorsque le candidat pose sa candidature, eh bien on lui en propose une autre. Et souvent, je ne vous cache pas, inférieure. Et donc là, évidemment, immédiatement, on retourne sur l'entreprise en lui disant « Vous nous aviez parlé de telle rémunération, il s'avère par les retours que nous avons eus que cette rémunération n'est pas au même niveau, quelle en est la raison ?» Donc, ils savent qu'on suit effectivement tout ça. Donc, ce qui fait que le fait qu'on soit un réseau, le fait qu'on suive nos offres, en 28 ans, je peux vous dire qu'on a eu sur les deux doigts d'une main, les doigts des deux mains, pardon, des problèmes parfois un peu, on va dire, embêtants. Mais cela dit, le chat fonctionne. On a certains de nos adhérents qui se connectent depuis l'Australie pour nous poser des questions. Et on leur apprend aussi ce que vous devez faire, sans doute aussi, mais sentir le climat, voir s'il y a une dégradation, discuter. C'est par exemple le cas dans les séjours au pair. On a quelques offres au pair également, les jeunes filles peuvent partir au pair. On leur apprend aussi que si un climat se dégrade, on n'attend pas que le climat soit totalement dégradé, mais on suit tout ça, on discute, on va entamer des discussions, et lorsque ces quelques éléments de base sont respectés, généralement, on a des situations qui se sont dégradées par non-compréhension et non-discussion. Et donc, on insiste vraiment quand les candidats partent en leur disant, si jamais on vous dit que vous allez donc mener telle ou telle démarche pendant votre stage et que vous vous retrouvez à faire autre chose, ne laissez pas les choses dégénérer, mais discutez avec votre employeur pour mieux comprendre là où le problème se situe. D'accord, c'est rassurant. Donc, c'est important, vous avez parlé, il y a des propositions de stage, des jobs d'été ou tout au long de l'année. Pour consulter votre site régulièrement, puisque on est partenaire, il y a énormément de destinations et pas mal de propositions dans divers domaines, donc c'est assez riche. Donc, je pense que tout le monde peut trouver son bonheur en consultant votre base de données. Vous avez évoqué tout à l'heure la Covid, du coup, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y a les grosses contraintes pour partir à l'étranger? Voilà, à quoi les jeunes doivent s'attendre et qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui ou ne pas faire du tout? Voilà. Alors effectivement, l'élément essentiel, hein, nous on est des aficionados évidemment de la mobilité internationale depuis 28 ans, et je fais régulièrement aussi des conférences. J'ai l'habitude de dire que la mobilité internationale devrait être remboursée par la sécurité sociale, tellement ça leur fait du bien, aux jeunes et parfois aux moins jeunes. Et donc on n'a pas changé d'avis là-dessus, mais effectivement j'ai entendu parler tout à l'heure, et à juste titre, de problématiques de santé. Évidemment les jeunes ont tendance à s'en détourner. Nous on les voit, la santé c'est la dernière chose à laquelle ils pensent, mais pour autant c'est un élément important.
Et donc la Covid, effectivement, nous, on l'a tout de suite suivi dès le mois de janvier. On a contacté nos employeurs en Chine pour voir un petit peu ce qui se passait. Et assez rapidement, on s'est dit, tiens, il se passe quelque chose de totalement étrange. Ça nous a à la fois choqué et surpris de voir la réaction du pouvoir chinois face à cette nouvelle pandémie. Donc assez rapidement, on a eu des employeurs chinois qui ont été assez surpris, qui nous ont dit non, mais n'envoyez plus personne chez nous pour l'instant, on n'est pas en mesure d'assurer leur sécurité. Et donc tout de suite, on a été vraiment surpris et choqués, donc on a retransmis cette information à nos adhérents. Et puis après est arrivé chronologiquement l'Italie, notamment la Lombardie, où là effectivement on a à nouveau interrogé nos employeurs en Italie pour savoir comment ils sentaient les choses. Donc certains étaient très optimistes en disant oui, ça va passer, mais nous on continue nos recrutements pour l'été. Et d'autres tout de suite nous ont dit non, mais là c'est grave, on n'en sait rien, on rentre dans une période totalement floue. Donc on a mis effectivement en ligne sur notre site accessible à tout le monde 2 pages. L'une, c'était pour se faire plaisir personnellement, c'est-à-dire qu'on s'est amusé à citer et à lister tous les points positifs depuis le début de la pandémie. On a effacé évidemment les 3 premiers mois, mais tous les jours, il y a à peu près 5 à 10 bonnes nouvelles autour de la Covid. Donc je vous invite à les suivre. On a mis effectivement en ligne une 2e page qui, elle, classe les pays selon leur accessibilité. Alors on a une première famille de pays dans lequel on a mis ceux qui vont être difficiles d'accès le plus longtemps possible. On a mis ceux qui vont être accessibles dans les mois qui viennent, et on a mis ceux qui sont déjà ouverts. Et dessous, on ouvre aussi des news, des nouvelles économiques, des nouvelles fermetures, des nouveaux confinements, etc., pour que les candidats suivent tout ça. Donc le sentiment qu'on en a à nouveau, ça ne vaut que ce que j'en dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement la fin d'année 2020 va être assez difficile, notamment en Europe. Nous, on le sent comme ça. Donc, les candidats qui ont des projets immédiats peuvent encore partir. Nous, on a des adhérents qui sont partis la semaine dernière au Canada. Donc, je ne suis pas en train de peindre un monde totalement fermé, mais je tiens le discours suivant, qui est de dire de faire extrêmement attention sur sa mobilité sur les 2 derniers mois du mois de l'année 2020. Et puis après, 2021, on suit également toutes les nouveautés sanitaires, les vaccins, les sprays qu'on va se mettre dans le nez. Vous savez que l'Institut Pasteur travaille là-dessus à Lille. Donc on suit un petit peu tout ça également pour voir comment les choses vont évoluer. On pense qu'effectivement le test positif avant de prendre l'avion va nous accompagner encore de nombreux mois, mais on reste quand même très pessimiste, très optimiste à partir de janvier, février ou plus certainement mars. Là, je pense qu'on devrait repartir sur de bons rails. Écoutez, on croise les doigts. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire, les jeunes, toute personne qui est intéressée par vos offres, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, ils peuvent faire 2 choses, on en a parlé tout à l'heure. Le Cap Jeunesse de Nice est partenaire de notre association. Ça veut dire qu'effectivement, tous les mois, vous recevez un extrait. Donc demain, il y aura l'extrait du mois de novembre qui va vous être envoyé. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre à Cap Jeunesse à Nice et consulter l'extrait qu'on va donc vous envoyer dès demain. Là, les visiteurs constateront que nos annonces ont une référence. Le Cap Jeunesse a un code partenaire, ça vous l'aurez expliqué, je pense, aussi point. Et donc à ce moment-là, les jeunes peuvent récupérer l'offre qui les intéresse, venir sur notre site internet, vous avez un onglet obtenir une offre et faire la demande de cette offre. Tout ça, c'est complètement gratuit. Sinon, le club, comme je l'ai dit, c'est une association. On peut aussi en être adhérent. Il y a une adhésion de 45 € pour une année. Et là, nos adhérents ont accès à l'intégralité de la banque de données, au suivi et au réseau dont je parlais tout à l'heure. C'est parfait, merci beaucoup. Donc, on a une question. Oui, une question de Clacla3002 qui demande « Quel type de stage proposez-vous » Alors, on ne veut pas être prétentieux, mais les demandes qu'on nous adresse sont totalement variées. Et on évolue. Ça veut dire qu'il y a 28 ans, nous n'avions pas de stage dans l'environnement. Les thématiques liées à l'environnement sont arrivées plus tard. Il y a encore 10 ans, nous n'avions absolument rien sur les nanotechnologies. Donc, on suit également les besoins des candidats. On a eu il n'y a pas longtemps un jeune qui nous a contacté. Il cherchait un stage dans les mathématiques appliquées à la finance à New York.
Et ma collègue sur le chat lui a donné quelques adresses et 2 mois après, il s'est recontacté pour la remercier parce que l'un des 5 le prenait en stage. Ça veut dire qu'on essaye de baliser le spectre complet de l'hôtellerie, de la restauration, de la santé, de la finance, du tourisme, de l'hôtellerie, de l'agriculture, etc. Parce que les demandes vont dans ce sens. Et lorsqu'on a des demandes qu'on n'avait jamais eues au préalable, on a eu quelque chose sur les Népal il y a quelques semaines en arrière, et effectivement on n'avait jamais travaillé la chose sur ce pays-là, eh bien on va se mettre sur le dossier, on va contacter des employeurs, et régulièrement, quelques semaines après, on se met à recevoir des offres sur une thématique qu'on n'avait pas traitée avant. Donc ça nous est, sans être prétentieux, c'est pas mon objectif, mais ça nous est assez rare qu'on puisse nous caler sur un point qu'on n'a pas encore traité, et si c'est le cas, on se penche dessus pour justement dénicher une info, une piste qui pourrait être sensiblement intéressante pour le candidat. Donc notre essai, en tout cas notre volonté, c'est d'être vraiment le plus large possible, tant en termes de pays, on a des stages dans à peu près 105 pays à travers le monde, et en termes de thématiques professionnelles. D'accord, merci beaucoup Dominique. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour consulter les offres du Club Télé, donc tous les mois on reçoit effectivement un bel échantillon, et pour pouvoir accéder au contact des employeurs, nous vous communiquerons le code partenaire. Donc n'hésitez pas à venir, 6 avenue Félix Faure à Cap Jeunesse. Merci beaucoup. Donc il est temps de passer à la question, les bons conseils de Amy. Alors la question est, hors Europe, la santé coûte-t-elle vraiment si cher ? Effectivement, ouais, je vais essayer d'apporter des réponses à ça. Et puis au-delà de l'aspect tarifaire de la santé à l'étranger, c'est surtout comment est-ce que ma santé est couverte à l'étranger. Comment intervient la sécurité sociale, à quelle hauteur est-ce que je peux être remboursé. C'est des questions qui sont importantes, notamment par rapport aux disparités en termes de tarifs qui peuvent exister à l'international et qui sont encore plus importantes que ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure sur l'Union européenne. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que, à l'instar de la carte européenne d'assurance maladie, il n'y a pas de carte européenne internationale d'assurance maladie. C'est-à-dire que demain, si vous devez voyager aux États-Unis, au Japon, je sais pas, au Togo par exemple, si vous avez des frais de santé à recevoir, vous devrez les payer par vous-même et par la suite faire vos demandes de remboursement auprès des organismes qui vous couvrent, organismes privés ou sécurité sociale française à votre retour en France. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les frais de santé à l'étranger coûtent beaucoup plus cher en règle générale que ce que nous pouvons connaître en France. Je vous donne quelques exemples de frais de santé qu'on a pu prendre en charge auprès de certains adhérents. Une consultation pour traiter une grippe au Japon chez un médecin généraliste à hauteur de 150 €, donc c'est assez loin des 25 € du médecin généraliste qu'on connaît en France. 5 jours d'hospitalisation aux États-Unis pour un montant total de 35 000 $. Donc c'est des montants qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on peut connaître en France, et il faut vraiment avoir cette idée en tête que ça coûte plus cher et qu'on vous demande parfois de justifier à l'avance de votre solvabilité, ou en tous les cas de votre capacité de prendre en charge ces frais médicaux. C'est des anecdotes qu'on a reçues de la part d'étudiants, notamment en Asie, je crois que c'était au Vietnam ou au Cambodge, où on a demandé à un étudiant de payer à l'avance avant qu'il se fasse soigner par les professionnels de santé. Donc c'est des choses qui arrivent à l'étranger, on est sur des modèles différents de ce qu'on connaît en France, et en tous les cas, voilà, c'est important d'avoir cette sensibilisation et cette prise de conscience par rapport à tout ça. D'accord, donc anticipation avant de partir. Exactement. Ouais. Veillez, il y a certainement encore une fois des assurances qui vous permettent, avant de partir, de pouvoir avoir un soutien sur place, j'imagine. Hein. Tout à fait, ouais. C'est le but de l'assurance, de pouvoir vous accompagner sur toutes ces démarches-là. Déjà, de pouvoir avoir une certitude sur la prise en charge de vos frais médicaux, et puis d'avoir du conseil, que ce soit pour le choix pour trouver un hôpital à proximité, pour avoir du conseil sur comment faire ces démarches, comment être bien remboursé. C'est important, voilà, de pouvoir s'appuyer sur des acteurs qui savent faire en quelque sorte. D'accord. Merci beaucoup. Il y a un petit jingle, non? Jingle! Vous êtes toujours là? Nous aussi.
attendiez toutes, elle est là, la 4e question. Alors, quel est l'âge limite pour bénéficier d'un PVT, le permis vacances-travail? On n'a pas abordé le sujet aujourd'hui, mais vous allez sur Internet et vous allez trouver l'information. Donc, quel est l'âge limite pour bénéficier d'un PVT jusqu'à vendredi minuit? Nous passons à nos derniers invités. Donc là, Cécile va devoir jongler entre le présentiel et le Zoom, puisque nous avons une personne ici et une personne sur le Zoom. Donc je vais un peu baisser l'écran. Voilà, et je vais voir si ça va venir tout seul. On va voir. Si. Alors, donc, Nathalie Mazot, qui est donc sur notre plateau, on va dire ça comme ça, et qui représente le CEDREP. Et nous avons en visio Michel Seta, qui également travaille au CEDREP et représente la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et les deux personnes vont nous parler du programme FAGE. Donc, merci beaucoup déjà à tous les deux d'avoir pu vous rendre disponibles. Michel, je vais te laisser la parole en premier pour que tu puisses présenter ce programme et nous dire voilà, en quoi ça consiste et quels jeunes peuvent se positionner dessus. D'accord. Vous m'entendez? Ah oui, parfaitement. Bon. D'abord, un grand merci à Cap Jeunesse et un grand merci à toi, Michel, d'avoir l'initiative de mettre en place cette plateforme X. J'apprends beaucoup de choses. Je suis ravi, je découvre beaucoup de choses. Je suis très content de voir tous ces partenaires mobilisés par l'international réunis ce soir. Donc, voilà. Le FAGE est un programme de mobilité internationale qui est venu au jour en 2000 et qui permet à des jeunes diplômés de partir pour réaliser une mission professionnelle à l'étranger. Le dispositif est plutôt ce qui permet de faire un lien entre la fin des études et les débuts de la carrière. Donc on a comme ça un grand vide entre les personnes qui sortent de l'université et qui se positionnent sur le marché du travail. Et le dispositif FAGE est finalement quelque chose qui vise à faciliter ce passage-là de l'étudiant au jeune professionnel. Voilà. D'accord, donc merci pour ces explications. Alors, Cap Jeunesse est en plus dans... Donc peut-être expliquer un peu comment aussi ça fonctionne, les jeunes une fois qu'ils sont inscrits, alors déjà quelles sont les démarches pour pouvoir se positionner sur ce programme-là, est-ce que c'est vous qui allez chercher les jeunes ou est-ce que c'est eux qui s'inscrivent sur une plateforme, comment ça fonctionne? Alors, comment ça fonctionne? Tout d'abord, je rappelle, il y a 4 sessions qui se tiennent à Marseille, Toulon, Nice et Aix, et qui vont toutes les 4 débuter au mois de janvier. La première étape, pour pouvoir participer au programme FAGE, suppose qu'un jeune vienne assister à une réunion publique d'information. La réunion publique d'information à Nice se déroulera le 25 novembre. C'est ça, Nathalie, c'est bien le 25 novembre. Le 25 novembre à Nice. Oui, à l'USTS. Voilà. Et il y en aura une deuxième aussi le 7 décembre à Nice aussi, au même endroit. Voilà. D'accord. Les deux infos, les 2 réunions d'information collective sont l'occasion de rencontrer les jeunes, de présenter le programme, de répondre à toutes les questions et surtout, c'est pour ça que c'est la première étape, de remettre un dossier de candidature. Voilà. Première étape pour participer au FAGE, c'est venir à une réunion d'information et ensuite repartir, si ce qu'on a entendu nous a convaincus, repartir avec un dossier de candidature. D'accord, mais pour venir à cette réunion, ils le savent comment, les jeunes? Alors, pour toutes les infos,
En tout cas, là, on a répondu à ce qu'il en est dans la session de Nice. Pour toutes les infos similaires, elles sont sur le site de la région, elles sont sur un petit flyer qu'on peut adresser. Et là figure effectivement l'ensemble des dates des réunions des formations collectives. La nouveauté cette année, c'est qu'on peut participer au programme FAGE à partir du moment où on est titulaire de Bac+2. Jusqu'alors, c'était ouvert uniquement à des Bac+3 et au-delà. Et cette année, on a ouvert donc à des Bac+2. C'est vraiment une nouveauté. À ta question, est-ce qu'on va chercher des jeunes ou est-ce qu'ils arrivent tout seuls? Je crois que c'est le mix des deux. On sait que le réseau des anciens nous amène toutes les années un volant de candidats. Et on sait qu'également, via le Pôle emploi, via le Cap Jeunesse, via l'APEC, via les missions locales, via le partenariat, on a en effet des jeunes qui sont informés des modalités de la session du programme FAGE. D'accord. Alors, Nathalie, pour être bref, peut-être, pardon Michel, pour être bref, je voulais dire en fait il y a deux étapes. Il y a une première étape dans le programme où on prépare au départ. D'accord. Ça dure à peu près 8 semaines. On travaille sur le bilan, on travaille sur le projet du jeune, sur sa négociation, sur les outils de négociation dont il aura besoin. Et la deuxième partie, c'est 6 mois à l'intérieur d'une entreprise ou d'une association à l'étranger. Voilà pour être un peu schématique. D'accord, donc une fois qu'ils sont acceptés. Hein. Du coup, Nathalie, peut-être tu peux nous donner des informations sur les critères pour pouvoir rentrer dans le FAGE. Oui, absolument. Alors, bonsoir à tous. Je suis intervenue, mais bonsoir à tous et merci à l'équipe Cap Jeunesse de nous accueillir. Donc, effectivement, il y a des critères de sélection pour pouvoir s'inscrire dans ce dispositif du FAGE. Alors déjà, il faut être inscrit Pôle emploi, rémunéré ou pas. Il faut être âgé de moins de 30 ans au 31 décembre 2020. Également avoir obtenu un diplôme dans la région PACA, donc effectivement un de ces derniers diplômes. Donc comme l'a précisé Michel, cette année c'est ouvert au Bac+2, mais effectivement le bac ou un des diplômes Bac+2, Bac+3, Bac+5 éventuellement. Michel, je crois que les critères sont à peu près dits, il en manque un. Oui, je pense que tu as dit l'essentiel par rapport aux critères. D'accord. Depuis, combien il y a de jeunes du coup dans chaque session? Combien de jeunes sont acceptés dans les sessions en fait? Sur chaque site, on a 20 places, on dispose de 20 places. Ce qui fait donc ça fait 80 places en tout. D'accord. Pendant la première phase, les jeunes sont indemnisés soit parce qu'ils perçoivent des allocations au Pôle emploi, soit ils sont indemnisés par le Pôle emploi, soit ils perçoivent une petite rémunération qui correspond à ce qui est prévu lorsqu'on est en formation par le Code du travail. Ça, c'est pour le temps de préparation. Une fois qu'ils sont partis et que la mission a démarré, ils perçoivent une bourse de montant de 700 € mensuels proposée par la région. Donc c'est le financement région et c'est le financement Europe. Et au-delà de cette participation, de cette bourse accordée par la région, il faut que l'entreprise participe d'une manière ou d'une autre à la demande du jeune, soit en mettant à sa disposition un logement, soit en accordant une indemnité de stage, soit toutes les modalités financières et pratiques sont acceptées. Mais il faut que le projet de départ, le projet de mobilité, soit viable. D'accord. Soit viable économiquement. D'accord, ok. Donc du coup là, alors j'en parle parce que du coup je fais partie également du jury de sélection, on va dire, des dossiers.
et jury de départ. Donc c'est vrai que j'ai quand même pu rencontrer de nombreux jeunes qui avaient des projets super quoi. Donc ma question est de savoir combien, en pourcentage, combien de jeunes vont au bout de leur projet. Entre le moment où ils s'inscrivent et où ils participent à ces 8 semaines de formation et au jury de départ, combien il y en a qui vont jusqu'au bout? Ok. Alors, ceux qui vont au bout de leur projet, même si ça peut paraître prétentieux, c'est 100%. Ce qui ne veut pas dire que ce soit la totalité qui partira à l'étranger. Le fait de travailler avec eux pendant ces 8 premières semaines sur leur projet de mobilité fait que certains vont se rendre compte que c'est pas le moment pour eux de partir. Au fur et à mesure, on se rend compte que parfois quand les jeunes regardent bien loin, ils se saisissent d'opportunités au niveau national, au niveau régional. Donc, ce qu'on voit en termes d'insertion, c'est-à-dire le contrat de travail signé, on est chaque année aux alentours de 75 à 80% d'insertion. Tout à l'heure, par rapport à ce qui a été dit par Philippe et sur l'Allemagne, on remarque que 71% des personnes qui sont parties en Allemagne y sont encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui absorbe mieux des jeunes qui viennent pour réaliser une mission que l'Allemagne. Le deuxième pays, ça va être le Canada, et on est à 57%. Donc on a là 2 destinations où on sait que lorsque les jeunes y vont, ils auront de grandes chances d'y rester. Bon, ensuite, c'est sûr qu'il y a d'autres destinations qui peuvent paraître et qui sont plus attractives, mais qui ne vont pas avoir cette même capacité à garder en interne les personnes connues. D'accord. Et donc pour cette formation de 8 semaines, c'est une formation où interviennent plusieurs professionnels sur des thématiques différentes, c'est ça? Donc il y a des cours de langue, je crois. Alors oui, il y a de la conversation anglaise. On ne fait pas de cours de langue. Conversation, oui. Mais on met les jeunes en situation pendant toute une journée, pendant plusieurs jours, de n'entendre parler qu'anglais et de les inciter à prendre la parole en anglais. C'est ce qui fait que lorsqu'ils vont partir, ils vont finalement maintenir un projet dans un pays anglophone, ou alors se dire non, il vaut mieux que j'aille dans un pays hispanophone parce que ma deuxième langue est meilleure, mon espagnol est meilleur que mon anglais. D'accord. Il y a donc par ailleurs un spécialiste du bilan professionnel. On a effectivement tous des ateliers assez traditionnels sur le CV, la lettre de candidature en réponse à une offre, la lettre de candidature par rapport à des candidatures spontanées, avoir un CV au format attendu dans le pays où on se rend. Donc, tout ça nécessite un temps de préparation. Trouver un logement d'ici quand on va se rendre à l'étranger, c'est toutes ces questions. Donc ces 8 semaines ne sont pas de trop pour faire tout ce travail de préparation et pour partir, on pourrait dire, avec un grand élan de confiance, beaucoup d'enthousiasme et peut-être une certaine sérénité. D'accord. La question que je pose toujours, mais de manière un peu amusante, je crois que quand on est intéressé par l'étranger, ce qu'on doit questionner d'abord, c'est l'étranger qui en... Très bien, merci beaucoup Michel. Donc on rappelle les dates des réunions. Le 25 novembre donc sur Nice et également le 7 décembre. Le 25 novembre c'est à 10h30 à l'IEST Nice. Ouais. Et le 7 décembre c'est à 14h. Voilà. À l'IEST. 14 à 16h. À l'IEST également. D'accord, donc inscription sur les sites, on peut trouver ça sur le site de la région. Oui, alors par contre pour les dossiers d'inscription, ils sont à envoyer par mail directement à Magali puisque compte tenu des mesures sanitaires, voilà, mais on pourra indiquer, j'imagine, l'adresse Oui. donc pour retourner les dossiers d'inscription. De toute façon, l'idée c'est que les personnes viennent nombreuses le 25 et le 7 décembre. Le 25 novembre et le 7 décembre. Pour retirer le dossier justement.
Enfin, pas que pour ça, mais pour retirer le dossier justement. Exactement. Peut-être une dernière chose sur les profils. Autant dire que plus les profils sont diversifiés, mieux c'est. On a l'habitude d'avoir des jeunes gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, des jeunes gens qui sortent d'écoles de commerce, des gens qui font de la communication digitale, des environnementalistes, des chimistes, des gens qui viennent du milieu de la culture ou de la santé. Plus le groupe est diversifié, plus le groupe est riche. C'est vrai, et on n'a pas c'est de très priorité riche, ouais. sur... au niveau de la sélection, on n'a pas de préférence. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le groupe, effectivement, hein, cet échange-là et cette différence aussi. Donc c'est important de le souligner. Merci beaucoup Michel, merci Nathalie. Merci. Il est temps pour nous de passer au dernier bon conseil d'Amy et qui concerne comment m'assurer d'être bien couvert quand on part à l'étranger. Oui, tout à fait. Je vais faire le lien avec ce que j'ai pu vous dire dans la question suivante. Comment être remboursé de mes frais de santé à l'étranger? Vous l'aurez compris, quand on part à l'étranger, quand on reçoit des frais de santé, tout simplement, notre sécurité sociale française nous rembourse une partie, mais ne nous rembourse pas en totalité et ne nous rembourse pas forcément à hauteur des montants que l'on aura déboursés à l'étranger. Si vous vous souvenez de mon petit exemple du médecin généraliste au Japon, sur ce montant de 150 €, on sera remboursé à notre retour en France à hauteur du tarif conventionné de la sécurité sociale qui est de 25 €. Donc je vous laisse faire un petit calcul rapide, la différence elle est importante, elle n'est pas insurmontable sur cette consultation-là. En revanche, si on prend le cas d'une hospitalisation aux États-Unis ou ailleurs où les montants peuvent être faramineux, c'est un risque de partir sans couverture et d'avoir des sommes hyper importantes à devoir assumer à notre retour en France. Donc voilà, vraiment la sensibilisation, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Covid ou pas Covid, la santé ça reste un sujet quand même hyper important. C'est important de pouvoir s'en préoccuper, de s'assurer de bien être couvert, et pour cela il y a des petites choses que je vous conseille de vérifier si vous planifiez une mobilité à l'international, ou en tous les cas des conditions de couverture qui sont à mon sens, et en tous les cas aux yeux d'un petit peu tout le monde, qui sont importantes de pouvoir vérifier. Il y en a 4, il y en a peut-être d'autres que vous pourrez retrouver, mais en tous les cas, moi j'en cite en règle générale 4 qui sont des indispensables. C'est la prise en charge des frais médicaux, quelle que soit la destination, quels que soient les montants que vous pourriez avoir à débourser pour vos frais de santé, de bien vérifier que tous ces remboursements sont effectués en frais réels dès le premier euro, de vérifier les plafonds aussi, parce que vous l'avez vu, les montants peuvent monter très rapidement, donc c'est important de s'assurer que les plafonds ne soient pas dépassés rapidement, de vérifier les franchises aussi, si vous avez une prise en charge pour vos frais médicaux, mais que vous avez une franchise de 50 ou 70 €, c'est peut-être pas forcément hyper intéressant. Vérifiez que vous avez aussi des prises en charge pour vos frais d'hospitalisation, c'est important, sans avance de frais aussi. L'exemple des États-Unis tout à l'heure, c'est un exemple concret. On n'a peut-être pas tous 35 000 € à avancer, donc c'est important que l'assurance puisse prendre en charge ces frais-là. Deux notions aussi importantes dans ces 4 critères: la responsabilité civile qui vous couvre pour tous les dommages que vous pouvez causer à autrui à l'étranger de manière inattendue et non intentionnelle. Et la dernière chose qui est peut-être, non pas la plus importante, mais une des plus importantes, qui est le rapatriement sanitaire vers la France. Ce sont des choses, le rapatriement, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, de plusieurs centaines à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de l'état de santé de la personne. Donc c'est, je dirais, voilà, les 4 critères à bien vérifier aujourd'hui. Et les conseils qu'on donne, c'est quand vous partez pour une mobilité, déjà de vous renseigner auprès de vos assurances actuelles, votre banque, votre mutuelle, votre assurance logement potentiellement, tout en sachant que ce sont des structures qui ne sont pas forcément spécialisées pour accompagner les personnes en mobilité internationale. Et au-delà de ces assurances-là, si vous trouvez qu'elles ne sont pas adaptées ou qu'elles ne sont pas conformes aux exigences à la fois de vos entreprises d'accueil, de vos universités d'accueil ou autres, il y a évidemment des solutions d'assurance spécifiques pour les voyages à l'international, et c'est ce qu'on propose justement chez Amy avec une solution qui s'appelle le Work Pass et qui permet de couvrir vraiment de manière simple, de manière adaptée, de manière complète l'ensemble des frais médicaux que vous pourriez recevoir à l'étranger, et avec des services qui sont inclus de manière complémentaire comme la téléconsultation, qui est une vraie alternative aux problèmes liés au confinement, liés au Covid, liés à la distanciation sociale, et qui permet, quand on est à l'étranger, de pouvoir s'appuyer sur des médecins français pour avoir une consultation avec un médecin généraliste ou un médecin spécialiste.
D'accord. Une petite question rapide. Est-ce qu'il est possible d'avoir une assurance uniquement sur un séjour qui va durer un mois? Ou est-ce qu'on est obligé de prendre une assurance qui va durer sur l'année? Est-ce que c'est un engagement annuel ou est-ce que ça peut être juste sur le séjour? Alors, je parlerai pour ce que nous on propose, parce qu'évidemment d'autres acteurs peuvent proposer d'autres formules. Ça fait partie de nos forces d'avoir des solutions qui sont flexibles, où on peut tout à fait souscrire comme tu le présentais, au mois, à la quinzaine, pour 6 mois, pour 1 an. La personne qui part en mobilité peut vraiment adapter son contrat en fonction de sa durée de séjour. Donc ça c'est très intéressant. Merci beaucoup Luc. Et nous passons à... Voici la 5e et dernière question, puisque l'émission tire à sa fin. Donc la question que je vous pose, c'est, on va voir si vous avez bien écouté également, dans le programme Flash qui a été précédemment présenté par Nathalie et Michel, combien de temps dure la formation et combien de temps dure la mission professionnelle à l'étranger? Voilà, donc vous êtes sélectionnés. Combien de temps va durer la formation qui vous est proposée dans le programme FAGE et combien de temps va durer la mission professionnelle à l'étranger? Vous trouverez de toute façon toutes les réponses sur les sites des partenaires. Voilà, vous avez donc, je rappelle, jusqu'à vendredi minuit pour répondre à toutes les questions de ce quiz-là. Il est temps pour nous de nous séparer, de remercier l'ensemble de nos invités. Merci Philippe, Dominique, Michel, Nathalie, Walid et Luc. Voilà, si vous avez des questions après l'émission, il n'y a aucun souci, vous nous les posez sur la page Instagram et Facebook de Cap Jeunesse, et puis après on pourra les faire passer auprès des partenaires. Donc l'ensemble de toutes les coordonnées des partenaires vous sera mis également à disposition sur notre chaîne YouTube et également sur les réseaux sociaux. Que vous dire de plus que nous avons un prochain live qui sera organisé dans les mêmes locaux le 27 novembre si nous ne sommes pas en confinement d'ici là. Donc 27 novembre ici, même heure, sur la thématique du service civique. Un petit bon plan également pour partir mobilité internationale. On n'a pas eu le temps d'en parler aujourd'hui, mais c'est le service civique également international. Donc on pourra en parler le 27 novembre ensemble. Un autre bon plan très rapide également, c'est le sac à dos. C'est un dispositif qui est proposé par la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes et qui permet à des jeunes de partir en France, mais aussi en Europe et de bénéficier d'une aide de la Caisse d'allocation familiale. Si vous voulez plus d'infos, il faut venir nous voir à nos heures d'ouverture. C'est avec plaisir qu'on vous renseignera. Voilà, écoutez, on reste à votre disposition sur nos réseaux sociaux, sur le site internet. On a une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Il y a plein d'informations intéressantes. Voilà, en attendant que l'on se retrouve, on vous souhaite une très très belle soirée et prenez soin de vous. Bye bye!